Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve tous les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, nous avons débattu de la pertinence de la 5e saison d'Insecure. Il y a quelques semaines, la brillante Eusanne Palsy nous a accordé une masterclass d'anthologie que vous pouvez retrouver sur la page Clubhouse du Ciné Club Afro. On a aussi reçu Bakary Sako pour une discussion autour de la série Colline en noir et blanc. Et ce soir, on va parler de Hip Hop Uncovered, une série documentaire sur les liens entre le rap et le gangstérisme. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba. Et bonsoir, et nous recevons aujourd'hui un invité spécial, très certainement le meilleur qu'on pouvait avoir pour nous éclairer sur le rap des États-Unis, Sindanou Kasongo, directeur des programmes de BET France. Si je ne me trompe pas, Sindanou ? Oui, c'est ça. Bonsoir Sindanou. Bonsoir messieurs, bonsoir Essimi, bonsoir Samba. Alors je ne suis pas directeur, j'aimerais bien, mais je suis que responsable. Responsable des programmes. Ouais, Inch'Allah, bientôt. Ouais, mais c'est directeur, oui. Ça en gros, c'est l'équivalent des directeurs des programmes, Sindanou. Oui, mais Voilà, bon. C'est pas ce qu'il y a sur sa fiche de paye, c'est pour ça qu'il... C'est marqué responsable, mais en fait, t'es directeur des programmes. Voilà, donc shout out to BET, donc la Black Entertainment Television, section France, voilà, Ouais. Une chaîne importante pour l'entertainment, la culture afro-américaine. Alors, avant qu'on commence, je vous préviens, comme c'est indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, évidemment, présentation de la série et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous aimez ou pourquoi vous détestez cette série. Et ensuite, le grand débat du jour. On terminera avec un point sur les sorties cinéma de la semaine en France et en Afrique. Donc, Hip Hop Uncovered, c'est une série en 6 épisodes d'une heure environ où on découvre les relations tenues entre le hip-hop et les gangs des ghettos noirs américains. Des liens qui remontent à la jeunesse du mouvement culturel. On a les témoignages des principaux acteurs les plus connus, tels que Dr. Dre ou Snoop Dogg, mais aussi des personnages plus obscurs comme Big U, Ice and Jack ou Trick Trick. Essimi, pourquoi Hip Hop Uncovered ? Pourquoi il est spécial ce docu ? Déjà, on va resituer un peu, on va dire des choses qui sembleraient évidentes pour certaines, mais pour certaines, ceux qui suivent le mouvement hip-hop, mais pas pour et pour d'autres aussi moins évidents de manière générale. Ce que je pourrais dire, c'est que le hip-hop aujourd'hui est devenu une culture de masse. Il est l'élément déterminant de la culture mainstream, en quelque sorte un soft power. Le documentaire Hip Hop Uncovered nous raconte les prémices de cette culture et son lien entre les artistes, la culture de la rue et tous ceux qui ont contribué à les rapprocher, c'est-à-dire les mecs de la rue, entre les artistes hip-hop et les mecs de la rue. Ce qui est intéressant dans Hip Hop Uncovered, c'est qu'à travers le portrait de 5 anciens gangsters qui ont contribué au développement de cette culture, le doc amène aussi une dimension sociale et politique en analysant l'émergence du crack, les violences policières et la paupérisation des quartiers noirs. Ce que j'ai aimé, moi, dans ce documentaire, Samba et Sindanou, c'est justement le contexte. On explique le contexte entre les liens étroits, le contexte des liens étroits entre la rue et le business du rap à travers ces 5 personnages. Et parmi ces 5 anciens gangsters, celui qui m'a le plus interpellé, c'est Ice and Jack. À titre personnel, j'ai adoré qu'il ait déboulonné le mythe sur Tupac.
parce que Tupac, beaucoup de gens ont découvert Tupac après sa mort, alors que d'autres l'ont beaucoup écouté, ont connu durant sa courte période rapologique. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Haitian Jack sur Tupac, ce côté un peu stupide, abruti, alors qu'on dit encore que c'est le meilleur rappeur, c'est le meilleur lyriciste, et que c'est une grande figure de la culture hip-hop. Voilà, moi j'ai pris par exemple j'ai pris Haitian Jack, mais j'aurais pu prendre aussi. Toujours, Essimi, toi tu lances des polémiques. Toujours. Non, mais c'est intéressant le regard qu'il a donné sur Tupac, que je connaissais un peu. Je connaissais un peu ce regard, mais pas trop dans les détails, mais de son vivant, j'avais suivi un peu ce que faisait Tupac, et c'est très intéressant ce que Haitian Jack dit sur lui. Ça permet un peu de calmer les ardeurs sur certains, et de le mettre, qui l'ont trop mis, je trouve, sur un piédestal. Voilà mon point de vue sur le documentaire Hip Hop Uncovered. Et ma première question, tout simplement, va à toi, Sindanou. Qu'est-ce que tu as pensé de ce documentaire, en fait? Ok. Donc, merci déjà pour l'invitation. Et alors, ce que j'ai pensé de ce docu, euh, déjà, je voudrais dire en préambule que depuis un moment, j'ai un regard de plus en plus critique sur la scène hip-hop US, parce que je lis beaucoup et j'écoute beaucoup les podcasts d'un avocat criminel qui s'appelle Kenneth Montgomery, Ouais. qui a un regard super acerbe sur Jay-Z, sur Nas. Lui, dès qu'il voit Black Excellence quelque part, ça lui hérisse le poil parce que il se flippe. Complètement. Et du coup, bon bah très bien. Après, je vous donnerai son contact sur Twitter. Il est vraiment très intéressant. Ouais, ça Et sera ses intéressant. podcasts. Et par exemple, c'est lui qui c'était l'avocat de Bobby Shmurda qui était accusé de tentative de meurtre. Et en gros, il dit que cette histoire de black excellence, etc., c'est juste une manière de se rapprocher du pouvoir blanc. D'accord. Voilà. Donc, quand vous m'avez sollicité pour parler de ce docu, bah, du coup, il y a 3-4 ans, j'ai été emballé. Ah, génial, voir les gangsters qui sont derrière. Et là, maintenant, il faut remettre les choses à la place. Un gangster, c'est une personne qui fait des choses répréhensibles pour la loi. Et dans ce cas-ci, en plus de ça, qui tue sa communauté. Donc, le mythe du gangster Robin des Bois qui aide les petits frères, etc., faut vraiment qu'on arrête ça. Et dans ce docu, pour le coup, les 5 personnages, donc il y a Bimi, qui est un ancien membre de la Supreme Team, un gang de Southside Jamaica Queens à New York. Et il y a Aunt Deb qui est sa grande sœur. Elle aussi vient de New York et puis qui s'est rebasée ensuite à Atlanta. Il y a Big U, le fondateur des Rolling 60 Crips, donc un gros gang de Crips de Los Angeles, de Crenshaw. Tu as Trick Trick, qui est une sorte de grosse Kaira de Détroit. Et il y a le fameux Haitian Jack, comme son nom l'indique, qui est haïtien, mais qui vient de Brooklyn, et qui était connu pour être dealer de drogue, entre autres, casseur de gueule et braqueur. Je le soupçonne même d'avoir tué des gens. D'avoir tué des gens. Parce qu'il le dit pas dans le documentaire, sinon il se fait choper. Il est tellement détendu que voilà. Il était très très détendu dans le documentaire. C'était ouf. C'était même flippant. Hein. Et dans ce docu, donc en plus de ces 5-là qui sont les 5 piliers de ce docu, faut dire quand même qu'il y a beaucoup de gros intervenants quand même, parce que il y a Dr. Dre, il y a Snoop qu'on voit plusieurs fois, il y a Wiz Khalifa, il y a il y a DMC de Run DMC, il y a Ice-T, bref. Il y a Ice-T qu'on voit beaucoup. Il y a Dupri. Exactement. Il y a T.I., il y a Kurupt. Non, il y a des grosses figures du rap, quand même. C'est vraiment un gros docu, parce que la plupart des docus qui parlent comme ça du hip-hop, on se dit toujours, ah ouais, mais il manque lui. Il y a même Mike Tyson. J'oublie Mike Tyson. Exactement. Et c'est pas pour des petites interventions où c'est filmé à l'arrache, on voit que ça a été très bien fait. Bon, bref, je reviens sur les 5 mois, après ce n'est que mon avis. Les 2 qui ont vraiment cet aspect hip-hop, qui viennent de la rue, certes,
mais qui sont parvenus à vraiment changer leur vie et être des acteurs, des vrais acteurs du hip-hop, Mhm. moi je vois Bimi Ouais, et Deb, ouais. tu vois. Parce que Big U, tu vois, son côté trop gangsta, moi ça me dérange. Tu vois, en Oui, plus, mais qui est devenu un acteur social aussi, tu vois, il est dans le social, ouais, mais voilà, il est moins gangster, tu vois, c'est le plus cool en fait des cinq. Vraiment, il est engagé bof, socialement en fait. il est engagé socialement, mais tu vois, dans certains trucs, quand il parle, il me fait vraiment penser, tu sais, quand il dit I'm a scrapper, I'm not a rapper, en gros, je suis un Mhm, bagarre, je suis pas un rappeur, et qu'il dit ça avec fierté, vu son mhm, grand âge, moi, ça me met mal à l'aise. Ou tu vois, quand, je crois que c'est dans l'épisode 5 ou 6 où il raconte qu'il s'est battu en boîte, et bon, si vous avez vu le docu de Big U, c'est un bon gros monsieur bien costaud, mais mhm. qui a au moins 50 ans, et je Ouais, me dis, mais à 50 ans, tu te bats en boîte, c'est pas possible. En plus, on voit les images de la ouais, ouais, bagarre. on voit les images, ouais. Mais après, il dit, oui, ben voilà, la boîte m'a dédommagé, et avec ça, j'ai aidé les enfants. Mais Mhm. le dédommagement, c'est parce que la boîte, ils ont eu peur qu'il y ait 120 crips qui lui tombent dessus, tu Oui, parce vois. que. Donc, Exactement. Et j'ai une autre question aussi pour toi, puis après on laissera les auditeurs prendre la parole et venir discuter du documentaire avec nous. ouais, Sindanou, toi tu as sillonné les États-Unis, tu as été à New York, Los Angeles. ouais. Euh, est-ce que tu as rencontré, est-ce que tu entendais parler de ces personnes-là qui sont dans le documentaire? Notamment, tu as rencontré Nipsey Hussle au début de sa carrière. Est-ce qu'il te Ouais. parlait de Big U? Est-ce que tu as eu vent de Big U quand tu étais à Los Angeles, en fait? Alors, Big U, j'entendais parler de lui parce que pour le coup, c'est vraiment une légende de Los Ouais. Angeles. Mhm. Moi, quand j'ai rencontré Nipsey, il venait de signer chez Epic. Son album, d'ailleurs, n'est jamais sorti chez eux. Et on était à Crenshaw, donc dans son quartier. Mhm. Et il me parlait des Crips, etc. Mais d'une manière assez intelligente. D'ailleurs, on voit aussi dans l'interview, il disait, voilà, moi, je veux expliquer au monde qu'on n'est pas né mauvais. On est né dans cet environnement et on essaye de s'en sortir Ouais. comme on peut. Et Mhm. il dit, voilà, moi, je suis un Rolling 60 Crips, je représente, mais je représente plus que ça. Mais après, on a nos OG et je me souviens, il citait plein de noms, dont Big U. Et quand il a dit Big U, je me souviens, tout le monde était là, ah ouais, Big U, attention, il est chaud. Il est vraiment connu pour ça. Trick Trick, je l'ai jamais rencontré, mais on en parlait tout le temps parce que son truc de no-fly zone, en Ouais, ouais, gros, ouais, où tu dois payer une tu, dîme, un impôt, une tu, amende là, pour. tu débarques dans la C'est- ville, il faut payer. Tout le monde entendait parler. Et Deb aussi à Atlanta, j'en avais entendu parler parce que j'avais essayé de contacter Gucci Mane et tout le monde me disait ouais, faut passer par Deb. Mais tous ouais. les autres, je n'avais jamais entendu. Et ce Bimi, tu Jack, l'avais jamais entendu parler? Moi non plus, j'avais jamais jamais. entendu terminer parce qu'en plus, il était chez Def Jam et tout. Il a Mais travaillé, c'est c'était incroyable. directeur artistique d'un des albums de LL Cool J, The Goat. Il a Ouais, travaillé sur le grand retour de Slick Rick en 99. Là. Je ne ouais. le connaissais pas du tout. Ah, pas du tout. Je Mm. connaissais pas du tout. Asian Jack, à part ce qu'on entendait dans la fameuse chanson de Tupac, Ouais. mais moi, je l'avais jamais vu de son visage, Asian Jack. Tu vois, mais D'accord. Mais tu voilà. en avais entendu parler. Tu en as Ah oui. entendu parler, Ah Haitian oui, Jack, oui. tout le monde en a entendu parler. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ok, donc à toi Samba, si tu as quelque chose à dire par rapport au documentaire et après on Ouais. donne Alors, la je crois que parole. j'ai un petit bug là, j'arrive pas à faire monter les gens. Je sais pas si c'est que moi. Attends, ben, je vais essayer moi. Attends, Voilà. levez la main. Bah, ouais, voilà. Voilà. Ok. On a Ahmed. Ok. Bah, Bonsoir. je donne mon avis et après on donne la parole Ouais, on donne la parole à Ahmed. à Ahmed. Bah moi, pour le coup, moi je suis pas vraiment hip-hop US. Moi, j'écoute essentiellement, ou en tout cas à l'époque où j'écoutais beaucoup de rap, c'était surtout le rap français. J'avais un peu de mal avec bah, du coup du rap dont je comprends pas la signification. Mhm. C'était un peu compliqué. Mais j'ai trouvé passionnant en fait cette série. Effectivement, cette fois-ci, t'as eu raison une fois de plus, Simi. Très très bon choix de Merci, série. merci. Merci de Euh, cirer les pompes, merci. j'ai été j'ai été assez surpris bah, finalement de cette contradiction entre parce que moi je connaissais l'histoire du rap
le début du hip-hop, là, Peace, Love, Fun and Have Unity et tout, là. Donc, je me disais, ah, c'est cool Peace, et tout. Unity, Love et Having Love, Fun. Voilà. Unity and Have a Fun, voilà. Et je me disais, bon, bah voilà, ça, c'est pas le gangstérisme, quoi. Le gangsta rap, ça, c'est arrivé plus tard. Et en fait, je me rends compte que, bah, en fait, en même temps qu'on disait, il faut faire la paix, etc., ben, finalement, les gangsters étaient derrière et financés. Et donc, je trouvais qu'il y avait une contradiction qui était assez folle. Et c'était vraiment assez intéressant de voir. Voilà, ces histoires, ces parcours, la pauvreté, la misère aussi, donc c'est Ouais, choses qu'on savait, comme mais je l'ai dit, la là, on a encore, paupérisation c'est des quartiers noirs. documenté et c'est pas juste des concepts, c'est on voit des vies derrière ça et comment ça nourrit les parcours, comment ça nourrit la musique qu'on a écoutée. Et puis, bah, en plus, du coup, j'ai forcément pensé du coup aussi à la France, à certains parallèles et tout qu'on peut avoir et tout. Donc, parce que moi, je suis un fan de Mafia Qu'un Free, notamment. Donc, voilà, ça m'a parlé. Et donc, voilà, moi, mon seul bémol, c'est, je trouve que malgré tout, il y a encore un peu de glamourisation de gens qui sont, bah, qui ont des criminels et donc qui ont fait des choses mauvaises. Euh, et je les ai trouvés, ouais, vraiment, vraiment un peu trop à l'aise avec ces choses mauvaises qu'ils ont faites. Donc voilà, bon, on pourra en discuter. Voilà pour mon avis. Et ah bah il est parti Ah Ahmed. bah, il est parti, Ahmed. Ouais. Ah, Alors alors, s'il y en a qui veulent euh, monter, n'hésitez pas. Je sais qu'Hero, je crois, il voulait monter. ouais, Hero, si vous voulez Euh, monter, ouais. voilà, les autres, bah Essama, tiens, hop, tu montes. Et bah sinon, voilà, hein, Fieriel, les autres, n'hésitez pas à monter. Salut Essama. Salut, bonsoir, hein. Vous m'entendez? Alors, Bonsoir, Issama. Ouais, bonsoir. comment t'as trouvé cette série? Tu l'as regardée, t'as apprécié? Ouais, je l'ai regardé, bon, très bon documentaire, hein. Après, moi, tous les personnages, je les connaissais bien, quasiment tous. Parce que moi, je lisais un magazine qui était très répandu à l'époque, qui était Don Diva, qui retrace en fait tous ces types de personnages, là, tous ceux qui financent le rap, Stop Gangsterisme. En fait, c'est un magazine très connu aux États-Unis, hein, qu'on lit tous. Moi, je suis du côté de Sarcelles, donc on le lisait tous. Donc, en même temps qu'on lisait The Source, on lisait aussi Don Diva. Donc en fait, après, sur le comportement en fait, des protagonistes, là, des cinq, c'est normal en fait qu'ils soient très à l'aise avec ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, c'est dans la culture. Il faut se replacer en fait d'un point de vue économique, hein. Les États-Unis, D'accord. c'est un pays où les gangsters ont toujours eu droit de cité, ont pignon sur rue. On peut très bien reprendre l'exemple le plus connu, hein, qui est Joe Kennedy, qui était l'associé d'Al Capone, qui après la prohibition est devenu riche, n'a pas pu faire de la politique, mais qui a lancé son fils. Et finalement, on connaît le destin tragique des Kennedy. Donc eux, ils sont à l'aise avec ça, en fait. Ça fait partie d'un parcours comme les Bumpy Johnson qui vendaient de la drogue, mais qui Ouais. financent des bourses. Donc eux, cette dualité-là, ça leur pose pas de problème parce que le pays est comme ça, en fait. Et c'est normal, nous, d'un point de vue plus européen ou africain, on a plus de mal avec ça. Quoique les Africains aussi, on peut trouver aussi des parallèles avec voilà, certains fémans qui escroquaient, mais qui produisent aussi des artistes. Donc il y a pas mal de parallèles. Après, c'est vrai que sur le marché français, c'est un peu plus compliqué parce que en France, il n'y a pas vraiment de gangsters, il y a quelques trafiquants et c'est plutôt des racailles, mais bon, c'est encore différent. Mais sinon, moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est vrai qu'on allait en profondeur et qu'on n'a pas l'habitude de voir la dimension sociale et culturelle de ces personnes-là et de l'apport qu'ils ont fait. Exactement. Et donc, après, il faut plutôt le prendre de ce côté-là. Il ne faut pas chercher à le glorifier ou il faut juste les voir pour ce qu'ils sont, hein. Après, oui, tu as raison sur le côté très américain, parce que pour le coup, tu vois, dans le cinéma, il y a eu la même chose. Hollywood, c'était tenu par la mafia dans les débuts, Ouais. donc c'est pas un souci. Mais après, tu vois, moi, en tant qu'homme noir, des gars comme Asian Jack, ça me met vraiment mal à l'aise, son côté comme ça, parce que autant Bimi, Andeb et limite même Big U, comme disait Issimi, il y a quand même un côté social. Tu vois, il assume son côté gangster. Il y a une sorte de dualité. Mais chez Asian Jack, je vois pas cette dualité. Parce que Tu vois, c'était un gangster à l'ancienne, tu vois, Ouais, comme tu dis, genre ouais, la mafia. En ouais, plus, je crois qu'il en parle, qu'il a côtoyé un peu des gars de la ouais, mafia, lui, en plus, dans le ouais, et documentaire. chez franchement, Asian Jack, je sens vraiment le côté je suis un gangster, j'assume, et les rappeurs, c'est des bouffons. C'est son opinion, il a le droit, mais ça me met mal à l'aise, tu vois.
Mais Non, mais il faut pas se taper. il a quand même essayé de produire, tu vois, de se lancer dans le business de l'industrie du disque, dans le rap. Ouais, Avec ouais, l'artiste R&B Jimmy Crozier, à un moment, on apprend qu'il est manager des Fujis au moment où ça cartonne le plus pour les ouais. Fujis. Il a rencontré, tu te rends compte, Clive Davis pour son artiste Jimmy Crozier. Donc, à un moment, tu vois, il était dans le game, et après, il s'est retiré. Ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est qu'ils se sont tous retirés pour les mêmes raisons, en fait. En plus. Ouais, C'est ça que je trouve très intéressant dans le documentaire. ouais. Ouais, mais après, bon, juste pour revenir sur ce que tu disais, mais au bout d'un moment, je sais pas si vous vous souvenez, dans le documentaire, on entend Bimi qui justifie même la mort de, comment il s'appelle, du rappeur là, c'était comme, j'ai oublié le rappeur qui est mort à Los Angeles, non pas Tupac l'autre, le jeune, Pac, j'ai oublié son nom. Nipsey Hussle. Pop Non, pas Nipsey Smoke? encore. Pop Smoke, voilà, Pop Ouais, Smoke. Post Ouais. Smoke. Il dit voilà, quand les rappeurs viennent et qu'ils se font braquer ou qu'ils se font tuer, c'est parce qu'ils prennent pas de sécurité. Exact, ouais. Voilà, C'était dur, il ça. justifie ça. Donc lui, il est pareil, hein. Il est comme Aïssan Jack. Et je pense que tous, ils sont d'accord avec ça, hein. Et je Ouais. pense que le côté social, en fait, il n'y a pas de côté social. C'est juste du racket. Il faut pas non plus être naïf. Ouais, Il voilà, n'y a c'est aucun ça. côté social. C'est juste du C'est racket exa- camouflé, comme c'est on peut ça. faire ici Non, dans mais toutes les municipalités. mais vous ne pensez pas que Big U, il a vraiment cette implication sociale? On Big le voit U, dans le. les 5, c'est tous des criminels. Ils vendent de l'héroïne à longueur de journée dans leur quartier. C'est tout ce qu'ils ont fait, c'est tout ce qu'ils connaissent. Il faut pas non Oui, plus. mais après sa sortie de prison, il s'est calmé, Oui, mais les gens comme que il tu as explique tués. sa femme. Ouais, mais les gens que tu as tués en vendant de l'héroïne, eux, ils Oui, non, reviennent mais pas. après, il a été condamné. Il a été condamné. Ah non, Non, bah non. il a été condamné. Mais moi, j'ai l'impression que euh, quand ils se lancent de la musique, etc., c'est pour blanchir leur Voilà. business. C'est Donc, même plus que ça. C'est même plus que pour blanchir. C'est de l'investissement parce qu'ils savent que ça va leur apporter plus. voilà. Le gain, Et, voilà, et, eux, ils sont au-delà de ça. Ils sont au-delà du et- blanchiment parce que le blanchiment, ça justifie que tu veux juste légaliser en fait des revenus. Mais quand tu es dans ouais. l'investissement, c'est une étape supérieure. Ça veut dire que tu Et, spécules en fait. et les deux dans le docu qui sont pas du tout, selon moi, après, peut-être que je me trompe, dans ce truc de blanchiment, c'est Andeb et Bimi. Oui, parce Qui, qu'en plus, eux, tu sens que eux, ils ont laissé ça vraiment derrière et que ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent leur vis de la rue, leur connexion pour avancer dans le biz. Mais tu vois, Bimi, tu sens que c'est un fan de musique. Andeb, elle a laissé tous ces trucs à New York. Là, elle se dit, je vais manager maintenant des artistes. Mais les trois autres, tu sens que voilà, ils ont encore des pieds dans la street, hein. Ouais, mais Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est ce que tu dis, Sindaoum, c'est que Ondeb et Bimi, c'est des passionnés de musique. Là, on le voit vraiment que ils sont investis là-dedans, qu'ils aiment ça. Les autres, c'est pas le cas, quoi. Enfin, c'est pas le cas. Et en tout cas, c'était moins le côté artistique qui les intéressait, quoi. Voilà. mhm. Alors, il y a Eros qui est parmi nous. Bonsoir, Eros. Avant de te laisser la parole, j'aimerais bien parce que je vois dans l'audience qu'il y a des femmes, et j'aimerais bien qu'elles prennent le micro, qu'elles s'expriment. Ça serait intéressant d'avoir un avis féminin si elles ont vu le documentaire, ou alors après, pour le débat, qu'elles s'expriment, quoi. Parce que je pense que le sujet, la thématique du débat est aussi intéressante. Donc, à toi, Eros, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de Hip Hop Uncovered? Ouais, encore une fois, merci pour la qualité de vos ciné-clubs afro. C'est toujours un plaisir. Et c'est toujours intéressant de voir en plus que vous mettez en miroir les sociétés américaines et françaises. Mhm. Quand on voit ce documentaire, d'abord, on se rend compte qu'il y a très peu de vrais gangsters rappeurs chez nous et que beaucoup se la racontent. Samba parlait du rap français. Et quand tu vois que le statut de gangsta a été donné à beaucoup de gens, comparé au numéro qu'on a dans le documentaire, enfin, à côté, c'est de la minute, hein. Et si on pouvait aussi faire un jour un documentaire sur le rap brésilien, par exemple, c'est pareil. Mhm. Tu relativises beaucoup le rap français et son côté gangsta, qui est plus dans les paroles que dans les actes. Pour le reste, c'est aussi bien, je crois que c'est Isama et Sinano qui l'ont dit. Il faut vraiment le rappeler à un truc très américain, c'est que c'est pas propre aux communautés noires, c'est important de le dire, et que les gangsters et le showbiz ont toujours fait bonne affaire. Ouais. Ça a été dit dans le cadre d'Hollywood, mais c'est aussi le cas pour les casinos américains. Las Vegas, c'est la mafia qui l'a faite, hein, ou les mafias
les mafias italiennes, les mafias juives, qui ont contrôlé le jeu, et aussi les gens qui venaient se chanter dans les casinos. Donc, par exemple, les Sinatra et autres ont été liés à la mafia de manière très, très profonde. Et donc, c'est vrai que voir ça, c'est aussi voir une histoire de l'Amérique. Et que ces gaillards, ils ont fait comme les Américains. À une différence près, et c'est là où on voit aussi, c'est qu'il y a toujours une sorte de plafond de verre. C'est qu'à la fin, ils sont pas plus que ça. Ils ont un moment de quoi basculer vers plus, créer un vrai business legit, comme on pourrait dire là-bas, mais ils sont en incapacité de passer le cran au-dessus. C'est ça l'histoire du documentaire. Parce que plein d'opportunités. Parce que comme je l'ai dit, ils viennent de la rue, donc ils le disent eux-mêmes, ils ont des codes. Ils ont des codes de la rue qu'ils n'ont pas retrouvés dans l'industrie du disque quand ils doivent franchir, comme tu dis, le cap. Et c'est pour ça qu'en plus, pour les mêmes raisons, tous, ils se sont tous retirés. Il n'y a pas de loyauté, c'est que de la trahison. Il n'y a pas d'entraide. Et ça, ils nous disent que dans la rue, il y a ces codes-là. Et ces codes-là, on ne le retrouve pas dans l'industrie du disque, quoi, dans le milieu du rap biz. Ouais, Après, c'est intéressant. Ce côté aussi, tu vois, qui fait un peu vieux, haineux, c'est oui, dans la rue, il y a la loyauté, mais non, si dans la rue, les gens étaient loyaux, il n'y aurait pas des morts entre eux. Ça aussi, il faut arrêter ce truc. Dans la rue, on a un code, machin. Il n'y a pas de code. Les gars, ils se tirent entre eux. Chacun veut prendre le business de l'autre. Et quand je dis business, il y a aussi la femme de l'autre. Donc, c'est juste pour moi, il y a un côté un peu vieux con, tu vois. Avant, c'était mieux, mais maintenant, les petits jeunes, ils font n'importe quoi. Ben, si les petits jeunes font n'importe quoi, c'est parce que vous leur avez pas donné le bon exemple. Exactement. Et surtout, que disaient les anciens d'eux? Qu'est-ce que les anciens disaient de ces mecs-là quand ils étaient justement à faire leur guerre de gang? Ça veut dire de la part de gens qui ont animé une guerre meurtrière comme ça. C'est effectivement c'est difficile. Et c'est ça, moi, en fait, quand je disais que je trouve qu'ils n'ont pas assez appuyé là-dessus, c'est de dire le nombre de morts qu'il y a eu par rapport à ces guerres de gang. Justement, là, moi, je voulais revenir, c'est qu'à la fin, ce qui manque du documentaire, c'est de rappeler que ces modèles-là, ces comportements-là, ces schémas-là d'action, ça donne des morts, quoi. Mais des morts, et on le dit pas assez. On le dit pas assez que c'est des morts dans le hip-hop, c'est des morts autour du hip-hop. Mais si, à un moment, à la fin, qui adoptent des attitudes qui, à la fin, les envoient en prison. Et donc, aux States, c'est une industrie massificatrice qui broie les jeunes noirs, ou alors au cimetière. Et c'est pareil. Donc ça, c'est vraiment le bémol que je mets. À la fin, ces gens ont un impact réel sur la vie des autres. Mais je suis pas complètement d'accord avec toi, Eros. Tu vois, dans le documentaire, à un moment, ils égrènent tous les noms, ils mettent tous les noms des rappeurs qui ont été tués, justement, avec des histoires de gangs qui ont été tués. Et il y a Dr. Dre qui rappelle que 23 personnes liées au label de Death Row ont été tuées. Tu vois, oui, mais oui, mais ça, c'est une chose, la vingtaine de morts dans le hip-hop, mais c'est les gens dans la rue qui, eux, se comptent en centaines de milliers, c'est ça, plutôt. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passait dans la rue, ça a gangréné le milieu du rap business. Puisque, comme on a dit, la rivalité, à un moment, il y a quelqu'un qui dit dans le documentaire, la rivalité East Coast, West Coast, ce qui s'est passé, la tuerie de Tupac et de Notorious B.I.G., c'est comme si c'était des histoires de gang, en fait. C'est-à-dire que ça a dépassé la rue, c'est venu même dans l'industrie du rap à une époque. C'était vraiment des rivalités de gang. Quand on voit que je sais pas si tu as remarqué, moi je ne savais pas, à un moment à Los Angeles, quand il y a la soirée, il y a P. Diddy qui est, il y a Mario Songe Knight aussi, chacun s'affilie à un gang de Los Angeles, les Bloods pour se faire une protection, tout ça a alimenté, tout ça c'est venu gangréner le milieu du rap aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le lien étroit entre ce qui se passait dans la rue et l'industrie et dans le business du rap, en fait. Ouais. C'est ça le plus intéressant, en fait. Après, ce que je pense, nous, on critique le fait que
euh, ils ne mettent pas assez en avant que ce qu'ils ont fait, c'était au détriment de la communauté. Ouais. Parce que il y a le côté quand même que j'aime bien dans les premiers épisodes où vraiment on a le contexte, on Mhm. comprend qu'ils sont pas devenus gangsters comme ça pour le plaisir. Tu vois, Trick Trick qui explique la mort de son père, comment ça l'a Mhm. affecté. Finalement, c'est assez intéressant, la montée du crack dans la communauté, etc. Mais puis il y a un côté où ils se disent tous, ben voilà, on était obligés, mais non, on n'est pas obligés. Ils sont poussés par la société américaine, ce qui est vrai. Ils ont été poussés. On leur a pas donné beaucoup d'options, mais il y a des options. Tous Mhm. les gens de leur génération ne sont pas devenus des gangsters. Faut arrêter, tu vois. Et quand Mhm. ils se retrouvent à la fin, ah oui, cette nouvelle génération, ils n'ont pas les codes. Bah oui, mais les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Même si je suis devenu moins fan de Jay-Z, son côté business, c'est finalement, j'étais un dealer, je mets ma vie de dealer, enfin, je mets fin à mes activités de dealer de crack, mais j'applique ce que j'ai appris dans la rue au business. Exactement. Et ça, et ça, je peux l'entendre, tu vois. Mhm. Un gars comme 50 Cent, c'est ça. C'est la rage que j'avais dans la rue, et je le Mhm. mets dans la production maintenant de séries. Ok, Mhm. là on peut entendre. Mais un Big You, un grand tonton comme ça, plein de muscles, de 50 ans, 60 ans, Et il t'a marqué, lui. qui... Hein. Mais il lui ressemble, c'est pour ça. Ah, j'aimerais bien. Non, mais quand je le vois qu'à son grand âge, il se bat en boîte, je dis non, non. Franchement, c'est Et c'est lamentable. Et j'ai vu qu'il faisait partie des exécutifs Ouais, producteurs des du docu. exécutifs producteurs. Ouais. Ouais. et, Donc, Enfin, sinon un voilà. truc qu'on a peut-être pas beaucoup développé, c'est que ils ont quand même parlé bah il y avait un côté historique, un côté où on parlait de comment l'État en fait des États-Unis a structurellement bah, encouragé la violence et comment elle a mis en place le système des prisons, la drogue, oui, etc. ça a été évoqué. C'était Ça a été, voilà, c'est ça a été court, évoqué. mais C'est c'est ça que bien je fait, trouvais je trouve. intéressant. Je trouve que c'est bien fait et que ça mettait bien du contexte en fait à Oui. l'époque. Ça, Mhm. c'était plutôt intéressant à souligner. Alors, On va passer au débat. ouais, non, mais il y a déjà, il y a quelqu'un, il y a une voix féminine là qui veut s'exprimer. Ah Je oui, crois que c'est Simone. Simone. Alors, j'arrive pas à la faire monter. Je Bah sais ouais, pas ça si elle est bug. montée. Ça bug un peu, non? J'essaye Non, de la faire. j'arrive pas à la faire monter non plus. Ah, Bon. Attends, j'essaye. Hop. vas-y, essaye. On va essayer de la faire monter. Non. Voilà, non, bon. Essaye de sortir et de revenir. Ouais, Simone On essaye de va. sortir et de revenir. Comme ça, Voilà. on va te faire monter. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir des voix féminines qui s'expriment sur le sujet. Parce que pour l'instant, on n'est que 5 gars. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui s'expriment, comme je l'ai dit au début. Donc, oui. Alors, on passe au débat, Samba. Ouais, alors, c'est Bah, toi qui as choisi le thème de ouais. est-ce que le gangsta rap amène une mauvaise image du hip-hop? Ouais. Pourquoi ce thème? D'abord, je vais rappeler certains principes, certaines évidences concernant le gangsta rap. Donc, le gangsta rap est un variant du rap qui est originaire de Philly avec le rappeur de Schoolly D. Ça, très peu de gens le savent. Ça ne vient pas forcément de Los Angeles. Le premier rappeur, c'est Schoolly D, qui est originaire de Philadelphie, qui avait sorti le premier album de gangsta rap en 1984. Mais le gangsta rap explose véritablement au début des années 90 avec l'album The Chronic de Dr. Dre. La caractéristique de ce gangsta rap, c'est des textes ultra violents sur des musiques les plus souvent mélodieuses qui vont entraîner d'énormes controverses autour des rappeurs accusés de véhiculer une mauvaise image de la communauté noire, comme tu le dis si bien, Sindanouf. Moi, ensuite, sur cette question, est-ce que le gangsta rap donne une mauvaise image du hip-hop? Quand ça reste, pour moi, quand ça reste uniquement sur le plan artistique, comme je suis pour la liberté d'expression,
Donc moi, j'ai pas de problème à ce sujet-là parce que ça reste de l'art, les clips, les lyrics. Mais quand ça va sur le cadre du plan du comportement de certains rappeurs qui ont renforcé les clichés sur le rap et la culture hip-hop, en France notamment, ça me pose un problème et je suis du même avis que Sindanou. J'ai pris beaucoup de recul aussi par rapport. Ben j'en prenais déjà pas mal d'années parce que moi j'étais plutôt plus centré sur le rap conscient que sur le gangsta rap, même si j'aimais ce genre-là. Mais en vieillissant de plus en plus, je suis comme Sindanou, je suis énormément critique que l'image que renvoie plus le comportement de certains rappeurs que leur musique, moi. Donc voilà ce que je peux dire sur le débat, qu'il est ouvert et n'hésitez pas à lever la main et à venir débattre avec nous. Donc voilà. Alors on va passer d'abord à Françoise la parole et j'ai ouvert le chat, donc si vous avez du mal à monter là comme c'est le cas pour Simone, vous pouvez essayer de poser vos questions dans le chat. On va y répondre. Voilà, avec Sindanou. Voilà. Ou prendre vos commentaires aussi, ça peut être des vos commentaires. Françoise, salut. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette nouvelle room. Alors j'ai rejoint la room il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas pu en tout cas écouter ce qui s'est dit avant. Non, on a surtout fait la critique du documentaire. Là, on est passé sur le débat, Françoise. Voilà. D'accord. J'ai pas eu le temps de voir le documentaire, mais la question que je me posais, moi, c'est finalement, et je vais plutôt... En fait, je me suis fait la remarque de se dire, finalement, une mauvaise image du hip-hop, je pense que la mauvaise image du hip-hop, elle est peut-être différente selon les périodes. Et si on parle des années 90, des années 2000 et même peut-être 80, 90, 2000, c'est pas forcément la même image en fait du hip-hop parce que le hip-hop a beaucoup évolué. Et du coup, si je reprends juste peut-être, je sais pas, peut-être ces 10 dernières années, j'ai l'impression qu'en France et à l'international, et si je reprends par exemple en France et ce qui s'est passé avec Booba et Caris de mémoire, je me dis, est-ce que ça sert pas un petit peu un moment en buzz et en marketing et à vendre des disques et à vendre du stream et à vendre des places de concert finalement, des fois l'image un peu gangster rap ou ghetto ou bad boy, etc. Donc je me faisais la réflexion dans l'autre sens en fait. Est-ce que tout ça n'a pas servi aussi aux artistes, et là je parle strictement aux artistes et je parle pas du côté sociétal et des conséquences que ça peut avoir dans la société, du fait que les gens soient effectivement caricaturés et associés à une certaine partie de la population qui ne soit pas fiable et aux criminels, etc., etc. Mais en tout cas, point de vue juste musical et artistique, est-ce que finalement, ça n'a pas servi à certains artistes ? Alors, tu peux répondre. Vas-y. Alors, en gros, est-ce que la street credibility est un outil marketing ? Clairement, oui. Après, je pense pas que, par exemple, dans le cas de Caris et Booba, c'était quelque chose de planifié, mais de se battre comme des chiffonniers à Orly. Mais en revanche, quand ils font des morceaux, quand à l'époque ils faisaient encore des morceaux, pour s'insulter, c'est clairement encouragé par les labels. Je sais que dans les labels américains, quand il y avait encore des clashs par morceaux interposés, c'était encouragé par les labels. Donc oui, ce côté street credibility, c'est encouragé, mais jusqu'à un certain niveau, parce que par exemple, le cas de Bobby Shmurda, qui est un jeune rappeur de Brooklyn, qui était membre d'un gang, il a fait une chanson par hasard, il se fait que c'était aussi un gangster, mais ça a explosé parce que la musique a plu. Je pense que maintenant, on est dans une autre époque. Des grandes stars comme Kendrick Lamar, il n'est pas du tout gangster du tout, et ça fonctionne très bien pour lui. Même chose pour J. Cole. Le plus gros exemple, c'est, je pense, Drake, qui est un gentil garçon, qui chante dans les refrains, ou chante tout court, et qui n'a plus besoin d'avoir ce truc street credibility. Je pense que ça va aller encore pour les vieux rappeurs, entre guillemets, je pense jusqu'à 50 Cent,
Mais à partir du moment où Mais il a perdu son clash avec Kanye West en 2008 ou 2010, je sais 2007, plus, 2007, 2007. 2007, Mhm. on est passé à autre chose. C'est aussi un. Mais en revanche, tu vois, Chief Keef, plus Ouais, jeune, plus violent, ça passe. ouais. Mais moi, j'ai Donc une je viens question. de... Vas-y, ouais. vas-y, termine. Après, j'ai une question à te poser, Sindani. Non, je viens de me rendre compte que je me suis contredit dans la même phrase. Mais C'est pas bon, grave. Vas-y, je vas-y. t'écoute ici. Non, non, c'est Non, bon. mais concernant le rap français, Sindanou, parce que je vais faire une parenthèse parce que tu vois, il y a le magazine Forbes qui a sorti les plus grosses fortunes concernant les rappeurs, et Ouais. tu remarques que dans le top 10, il y en a maintenant, ceux qui touchent le plus d'argent, ils n'ont plus rien à voir avec la musique, mais ils développent, ils ont des entreprises, ils ont des partenariats avec des grosses sociétés, des grosses boîtes agroalimentaires ou dans la mode, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas pour des rappeurs français. On reste toujours dans le milieu du hip-hop. On n'arrive pas à sortir l'image du rappeur en dehors de ça, en fait. C'est Ouais. peut-être aussi la conséquence de cette image de la street credibility que quelqu'un comme Jay-Z n'a plus, que quelqu'un comme Kanye n'a plus, que la plupart des que Dr. Dre n'a plus. Et ça, en France, on n'arrive pas à avoir un rappeur, qu'un rappeur français puisse avoir ce positionnement-là. Est-ce que tu ne penses pas que justement c'est à cause de la street credibility et que l'image que renvoie le hip-hop français dans les milieux des affaires, en fait, de l'entreprise. Et juste, si je peux me permettre, juste, Essimi, avant de redonner la parole à Sindanou, tout le 100% du hip-hop ou du rap, on va parler de rap, c'est pas du gangsta rap. Oui, justement, je pense que c'est super important de nuancer, en fait, de quoi on parle. Mais comme je l'ai dit en introduction, j'ai dit que c'était un variant du rap, en fait. C'est pas le gangsta rap, c'est pas le rap. Il y a différents genres de rap, en fait. En fait, c'est vrai que c'est qu'en fait, on a un autre niveau de délinquance, c'est-à-dire que c'est peut-être pas les gangs. D'ailleurs, les gangs, en France, je pense que voilà, ça s'est arrêté aux années 90. Donc, on était même pas on n'est plus dans les gangs depuis longtemps. Oui, mais moi. Donc, du coup, en France, on dit gangsta rap alors que c'est peut-être plutôt du dealer rap, quoi. Non, la Kaira, en fait. Ouais, la Kaira. De la voyoucratie. Mais après, est-ce que c'est aussi lié je pense que c'est aussi lié à la vie de ces rappeurs-là. Est-ce qu'on a finalement c'est les rappeurs qui ont évolué en dehors justement de la cité, ils ont pas ils développent pas cette image-là. On a des mecs comme Orelsan, des gens qui sont sortis de ça ou qui n'ont même jamais été dedans, comme Soprano. Oui, non, mais ils souffrent dans les commentaires. Moi, j'estime qu'ils souffrent quand même des clichés qu'on a en France sur la culture hip-hop. Mais j'aimerais bien que Sindanou me réponde. Et après, je donne la parole à Simone qui est arrivée parmi nous et qui ne s'est pas encore exprimée. Ouais. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que les rappeurs français n'arrivent pas à avoir le même niveau que Jay-Z, qui dépassent leur image, quoi, en ayant d'autres revenus que la musique, quoi, que le rap, que c'est très resté street. Alors je pense que les Américains, aux États-Unis, il y a, tu sais bien, il y a la culture du business. N'importe quel rappeur qui vend 4 CD, il a une carte de visite où il y a écrit CEO, il pense déjà business, il pense merchandising. C'est culturel chez eux. Faire du business, c'est bien vu. Être riche, c'est bien vu. Et montrer son argent, c'est bien vu. Ici, c'est tout à fait le contraire. Un artiste qui parle beaucoup d'argent, c'est très mal vu. Tu vois, c'est Booba le premier qui l'a fait et qui l'a bien fait, mais ça passe parce que c'est Booba. N'importe quel autre artiste le fait, ce serait très mal vu. Maintenant, ça change parce que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs ont une mentalité un peu plus ouverte, mais je sais pas, on imagine mal Kerry James parler dans ses chansons de son business qui fonctionne. Ça serait très très mal vu. Ça, c'est la première chose. Alors pourquoi ils n'arrivent pas au niveau de Jay-Z? Parce que tout simplement, on n'est pas dans le même pays. Exactement. Et puis, il faut quand même aussi reconnaître que Jay-Z aux États-Unis, il y en a un, il n'y en a pas 50.
t'as Oui, Nas mais qui t'as est quand Dr. même. Dre, t'as Didi, tu vois, t'as des mecs. En Voilà. fait, ils ont tous une économie en dehors de la musique. Quelqu'un comme Ludacris qui est plus trop présent. J'ai lu quelque part qu'il avait des parts dans une équipe de baseball. Euh, Chez eux, ça se fait. Oui, mais Parce que c'est grâce au rap aussi, ça, Sindanou. c'est Bah, grâce au rap, mais parce après, est-ce que que c'est peut-être pas le même niveau de revenu aussi, hein? c'est Non, mais pas le même c'est niveau le de rap revenu. qui leur permet Est-ce que je peux de parler? franchir des paliers Ouais. et d'être dans des secteurs, d'investir dans des secteurs ou d'être sollicité dans des secteurs où il n'y avait pas, où les rappeurs, le hip-hop n'avaient pas exploré. C'est ça, en fait. Et en France, il n'y a pas ça, en fait. C'est ce que je veux dire, en fait. Alors, il y a Isama qui voulait parler. Juste pour revenir. Et après, c'est Simone. Ok, d'accord. Juste pour revenir Après, sur ce que tu Sindanou, dis pour le s'il même répond. niveau, déjà, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème culturel, comme le disait Sindanou, déjà, c'est pas pareil au niveau culturel. Mais le principal problème, je pense que c'est l'encadrement. Je pense que les rappeurs, les équipes de management, de production n'ont pas les compétences en réalité. Ils n'ont pas les codes. Et aux C'est ça. États-Unis, nous on parle de rap aussi. Eux, ça n'a pas commencé avec le rap. Ça commence avec le jazz, l'R&B. Ils ont des gens comme Clarence Evans qui ont 80 ans pour les guider, pour les conseiller. Chose qu'il n'y a pas dans le rap ici en France. Donc je pense que déjà sur ces deux points-là, on n'a pas la même culture. On aurait pu développer, on aurait pu avoir quelqu'un comme Kenzie qui aurait pu être Oui. en quelques années notre Clarence Savant aussi, tu vois. Et on a eu des grandes figures de gens en France qui ont réussi dans le rap et dans le business aussi. Ouais, mais pour te revenir un peu à Secteur A, c'était les premiers. Et dans Secteur A, sur les 10 ou 15 personnes, il n'y avait pas beaucoup. Voilà, c'était pas tous des intellos, hein, c'était pas leur fort. Hein. Mais principalement, je te dis c'est pas notre culture, c'est pas leur culture, ils sont pas encadrés, ils ont pas les codes. Il faut pas chercher très loin, ils ont pas les codes. Ouais, c'est vrai qu'il faut aussi appuyer sur c'est qu'il y a des gens qui étaient dans la musique depuis, enfin, j'ai envie de dire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait l'industrie du jazz et toutes ces choses avant, alors que nous, en fait, les gens, ils débarquent dans le pays il y a 30 ans et ils ont pas, il y a peut-être pas ces industries, ces réflexes ou ces compétences qui sont mises au service d'eux. De ces artistes, on n'a pas réussi, quoi. J'ai l'impression qu'on mélange deux choses et je suis désolée parce qu'effectivement la parole doit être à Simone, mais juste pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire, parce que j'ai l'impression qu'on mélange le fait que le gangsta rap donne une mauvaise image du hip-hop et le fait qu'il y a un vrai business, une vraie économie, notamment aux États-Unis, mais même en France en fait partout dans le monde, autour du rap. Les deux sont pas incompatibles. C'est pas parce qu'il y a une vraie économie en termes de business autour de la musique rap ou autour du hip-hop que ça ne donne pas une mauvaise image du hip-hop. En fait, le fait que Booba vende des disques ou que Caris vende des disques, ça change pas que je pense que si je reste sur la France, que l'image que peuvent véhiculer Booba et Caris autour du hip-hop est une mauvaise image. Ça n'empêche pas de faire du business et de faire de l'argent. Ça ne nous empêche pas de faire du business, mais je pense que ça les bloque à un certain niveau. Exactement, voilà, ça les bloque à un certain niveau. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire tu vois, des partenariats avec des marques de voitures ou des produits de luxe. Tu vois, ça les bloque à un certain niveau. On leur dit, oui, vous vendez, vous faites votre business, mais vous restez à votre petit niveau. Ok, donc ce qui est valable pour la France, ce qui n'est pas du tout valable pour les États-Unis. Voilà, c'est ça la différence. Même si moi, je mettrais plus de nuances parce que ce que j'entends de ce que vous dites, mais peut-être que je me trompe, c'est en fait aux États-Unis, du coup, le hip-hop ou le gangsta rap, pardon, n'est plus véhiculé ne donne plus de mauvaise image du hip-hop parce que, en gros, Ludacris a investi dans du baseball et est devenu acteur. Jay-Z est number one et est un businessman avant tout. Blablabla. Mais je pense que les deux sont quand même liés, en fait. Se dire qu'aux États-Unis aujourd'hui, le gangsta rap ou / le rap tout court donne pas une mauvaise image des gens ou notamment peut-être de la communauté noire particulièrement, ce serait mentir que se dire, ou ce serait illusoire de se dire ça, en fait. De se dire que parce qu'il y a des rôle modèles et des mecs qui ont réussi à travers le rap,
en fait, le hip-hop ou le gangsta rap ne véhicule plus de mauvaise image de hip-hop. Si, ça véhicule, mais ça fait moins polémique, puisque c'est devenu une culture, c'est devenu mainstream, en fait. En fait, Françoise a raison. C'est que faut qu'on définisse bien les choses. Je pense que aux États-Unis, il y a différentes strates. Il y a toujours des gangster rappeurs à qui les marques ne donneront jamais l'heure. Bobby Shmurda, et ça m'étonnerait qu'il fasse un deal avec une marque. En revanche, Nipsey Hussle, qui était un ancien gangster, un ancien Crip certifié, bah, à la fin de sa vie, il a fait un deal avec Puma. Voilà. Donc, il y a des évolutions qui sont possibles, comme Nipsey Hussle, ancien gangbanger devenu rappeur, qui fait des deals avec Puma. Et puis, s'il était resté en vie, il allait carrément laisser ce côté de sa vie derrière lui et peut-être devenir un Jay-Z. Aux États-Unis, voilà, il y a différentes strates. Il y a les gangsta rappeurs, entre guillemets, qui vont rester à leur niveau, qui ne feront jamais de business. Et puis, il y a des Ludacris, il y a des Jay-Z, etc. Et ce dont parle Essimi, c'est qu'en France, il n'y a pas de strate. C'est que Booba, le plus grand rappeur de France, le plus populaire, en tout cas, il a à peine un deal avec Puma. Voilà. Mais il n'y a rien d'autre. Et il est le seul. Il y a beaucoup maintenant d'artistes français qui font des deals avec des équipementiers. Il y a le rappeur PLK avec Puma, etc. Mais quelqu'un comme Rimka, qui est très populaire, bah, je suis surpris qu'il n'ait pas été sollicité par une marque. Alors peut-être que lui ne veut pas, ou peut-être qu'il n'a pas la bonne équipe autour de lui, peut-être que les marques ne veulent pas. Mais voilà, il y a ce côté où en France, c'est encore très limité, finalement. Ok, merci. Merci à Simone. Bonsoir, Simone. Oui, bonsoir. Pour commencer cette émission, je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un qui a longtemps écrit sur ces sujets. C'est Antoine Wave Garnier, dont les bouquins Souffle, Suprême, parce que dans beaucoup de ses bouquins, il parlait vraiment de ces choses. L'Amérique est une Amérique à plusieurs visages. Maintenant, quand vous regardez, quand vous êtes jeune dans une cité, il y a deux orientations. Il y a plusieurs orientations. Vous avez plus ou moins ceux qui vont dealer. Vous avez quelques petits jeunes qui vont s'accrocher pour peut-être finir comme les Kevin Durant et autres, LeBron James sportifs. Et puis, généralement, quand vous venez d'un milieu modeste, vous avez que très peu de chances de réussir. Parce que ce qu'on parle là aujourd'hui, même par rapport au gangsta rap, c'est une question de déterminisme social. Ça veut dire que même dans le sport, même dans les élites, les personnes noires qui réussissent, qu'on retrouve, c'est des gens qui ont des parents qui sont déjà eux-mêmes bien placés. Un jeune de ce quartier-là, il n'est pas bien placé, il va commencer à dealer, à faire plein de choses. Et à l'époque, les gangs, eux, c'était un bon moyen pour eux de recycler de l'argent. Recycler de l'argent, après, c'est devenu un business. Mais il faut regarder qu'aux États-Unis, les gens qui ont vraiment commencé à établir les bases de ces business-là, c'est les gens comme les Berry Gordy. Berry Gordy, aujourd'hui, il peut dormir tranquille. Hein. Le nombre de tubes, j'entendais encore Smokey, par exemple, Smokey Robinson, toute la Motown, c'est des gens qui, eux, ils se sont placés. Ils ont écrit des tubes pour tel ou tel, et donc ils touchent, eux, les... Ah, on t'entend plus là, ça a coupé. Simone? Ah, ça a coupé. Bon, en attendant Simone qu'elle revienne parmi nous, on va donner la parole à Makelela. Bonsoir Makelela. Quel est ton point de vue sur ce débat-là? Est-ce que le gangsta rap donne une mauvaise image du hip-hop? Makelela? Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Euh, oui, je pense que, en fait, c'est assez, c'est assez difficile comme question parce que j'aime beaucoup le gangsta rap, même si j'en écoute beaucoup moins qu'avant. Donc, je suis assez mitigée. Je sais pas si ça donne une mauvaise image du hip-hop. C'est une facette du hip-hop parce Oui, qu'il y bien a sûr. vraiment des facettes différentes et j'aurais du mal à imaginer le hip-hop sans le gangsta rap et le gangsta rap a aidé en fait. Ça fait partie aussi des facettes du hip-hop qui ont propulsé tout le mouvement hip-hop et du coup j'ai du mal à répondre à cette question, mais je voulais revenir sur quand même sur le côté social. Je pense que aux US, ça, enfin, c'est plus, enfin, l'image de, en fait, je pense que ça a quand même un impact sur la communauté noire, quand même, c'est clair. Ah, Simone, t'es de retour? Ah, Ah, mais Ah, fini, vas-y, fini, continue, fini, continue, fini. Maquelle est là, et après on lui donnera la ok. parole. Continue, je Parce vous que prie. c'était super Vas-y. intéressant ce qu'elle Oui, disait. oui, mais on lui redonnera la parole. Continue là. Vas-y. Finis ton Oui, donc propos. non, je disais juste que ça avait quand même un impact, oui, ça a un impact quand même sur l'image de la communauté noire, donc afro-américaine en premier lieu, mais après, au-delà, je sais pas. Enfin, au niveau, on n'a pas le même contexte en Europe, je trouve. Enfin, France, Belgique, c'est pas le même contexte, mais je peux comprendre que ça a une image négative sur la communauté noire, même Euh, si certains ont pu ensuite rebondir et faire des business ou autres. En fait, se sont servis comme tremplin pour changer de, mhm, ont pu s'en servir comme tremplin pour changer de vie. mhm. Ça n'empêche que, enfin, moi je le vois maintenant, il y a certains clips quand même que je regarde pas, que je pourrais plus regarder. Ça fait combien, si je peux te poser une question, Maquelle, ça fait combien de Oui. temps que tu écoutes du gangsta rap, en fait? Tu as écouté le gangsta rap au début des années 90, tu as suivi cette période-là? Quand The Euh, Chronic explose, et puis après il y a Snoop avec Doggy Style, le label Death Row et tout oui, ça, tu écoutais cette musique-là? oui, j'ai Et tu écouté, as oui. vécu cette période-là? Non, en fait, j'étais très jeune. Ouais, voilà, voilà. Quand Non, j'écoutais le premier album de Snoop, je devais avoir, je sais pas, 10 12 ans, quelque chose comme ça. d'accord. Donc, Donc, c'est pour resituer le contexte, en fait. Pourquoi oui, cette bien sûr. question gangsta rap, une mauvaise image du rap? C'est parce qu'à l'époque, ça avait suscité la controverse, notamment par des militantes et activistes des militantes et activistes noirs, en fait. Et, Afro-américaine, oui, oui, bien sûr. afro-américaine. Notamment, elle est décédée aujourd'hui, c'était C. Dolores Stoker, en fait, qui était partie Mhm. en croisade, en guerre contre le gangsta rap à cause de leurs paroles misogynes et de la mauvaise image Oui, de la que mauvaise image de la véhiculait cette femme. musique auprès de la communauté noire. Et ça avait suscité toute une polémique. Elle avait réussi à faire casser le contrat entre le label Death Row et Warner, parce qu'à l'époque, c'était Warner qui distribuait le label Destro. Et moi, à cette époque-là, j'étais adolescent. Social. Et ça avait eu une répercussion aussi, même au niveau de certains artistes, notamment de jazz. J'avais les propos de Ray Oui, Charles aussi, qui critiquait ce genre de oui. musique. Les propos de la chanteuse de jazz aussi, Abby Lincoln, qui elle disait clairement Oui, qu'il fallait la destruction du gangsta rap. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de poser cette question en fait. C'est que Oui, 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 mais tout ce succès, tout, tout ce succès et cette imagerie qu'on retrouve, qu'on retrouve depuis l'émergence, depuis l'émergence de gangsta rap au début des années 90, qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans l'imagerie, même dans les clips mais, d'aujourd'hui, mais, même s'ils font pas du gangsta mais rap, mais parce l'imagerie. qu'il y a un clivage. Il y a un clivage. Comment vous me dites, moi je vous explique, je prends les musiciens, comment vous me dites les musiciens? Ah, on a du mal. Tu dois avoir un problème avec ta ligne, Simone. Voilà ce que je voulais dire, Makelela, en Mhm, fait. Tu mhm, vois, c'est ça, d'accord. en fait. Je sais pas, Sindanou, si tu as, si un commentaire à faire, même Eros, Ou même même les Isama. personnes qui sont dans l'audience, si jamais vous voulez. Mais oui, je comprends très bien. Et c'est en plus, même quand on y pense, les premières femmes aussi qui ont été incluses. Euh,
Enfin, si on pense aux premières femmes afro-américaines, rappeuses, enfin, quoique non, non, il n'y avait pas. Non, 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 ça Non, a non, quoique non, véritablement même pas. explosé au début Non. des années 90, Non, surtout le mais label Bessro. tu vois, parce que maintenant, avec le recul, tu vois, un album comme Doggy Style, mais c'est incroyable. Ouais, c'est Tu vois, vrai. juste le titre, c'est scandaleux. Euh, et les propos, après, Les moi, j'adore interludes Snoop. aussi, les interludes, les bruits, tout ça. Voilà. Tout est Aujourd'hui, scandaleux. à l'époque de MeToo, ça susciterait la controverse aussi. Donc, Moi, je suis un Oui, fan à l'époque. intégré de Snoop. Mais, avec le recul, quand tu réécoutes ce qu'il dit, après, c'était un jeune homme de 20 ans, de 20 ans, de 19 ans. Donc, 20 ans, 19 ans, on n'est pas très futé, on a une énergie, on veut vanner avec ses potes. Mais le souci, c'est qu'il parle à des millions de personnes. Euh, et heureusement, il a évolué, il a changé. Mais, comme tu dis, Simi, aujourd'hui, à l'époque de MeToo, cet album, il ne sort pas. La pochette ne sort pas. Enfin, il n'y a rien qui peut sortir. Et je me dis, c'est quand même, c'est très, tu vois, c'est de la misogynie à l'état pur, Oui, c'est c'est de la vrai. brutalité à l'état pur. Mais, oui, mais, il peut dire aussi, je suis un artiste. Exactement. oui. Et c'est un Et artiste. j'ai une question du coup, juste pour faire Juste, écho à. juste une Excuse-moi chose. Simone, parce Oui, que je pense vas-y. on va te reperdre dans 10 secondes. Donc je me permets, c'est pas très long. Sindanou, par rapport à ce que tu viens de dire, du coup, donc c'est très masculin. Les noms des artistes dont tu parles sont des rappeurs exclusivement. Aujourd'hui, moi j'aimerais savoir, et donc je pose la question aux hommes comme aux femmes, ce que font Nicki Minaj, ou d'ailleurs ce que pouvait faire Lil Kim à l'époque, Ouais. ou Nicki Minaj, ou Dabrat Cardi aussi. B. Dabrat, elle s'est jamais mis à poil dans un clip, a priori. Donc ce que véhicule, donc pour l'image de la femme, je crois que la moitié des rappeuses de ce style étaient stripteaseuses avant, etc., etc., etc. Donc on ne parle pas de Foxy gangster Brown rap, aussi. et Foxy Brown aussi. On ne parle pas de gangster rap, mais en tout cas on parle de rappeuses, et notamment aujourd'hui, et par rapport à l'image de la femme, là, c'est ce dont on parle, qui fait écho à ce que vous disiez sur la misogynie des rappeurs. Ça, aujourd'hui, ça vous choque ou pas, en fait? Bah, Que des c'est nanas soient difficile. complètement à poil et Bah, s'assument et le revendiquent. en fait, moi, quand j'écoute les paroles de Cardi B, par exemple, j'écarquille les yeux, je me dis waouh. Mais apparemment, je suis trop vieux, les temps changent. Et donc, t'écarquilles les yeux euh, parce que ça te plaît ou parce que ça te plaît pas ou que ça te choque? Parce que ça me choque. Mais c'est une voix, apparemment, c'est générationnel pour les femmes à qui elle parle ou qui sont plus jeunes que moi ou qui ont le même âge qu'elle, ça leur parle, ça les choque pas. Donc pourquoi pas? Si c'est une femme qui assume, pourquoi pas? Tant mieux. Que après, est-ce que une femme est-ce que c'est bien qu'elle ait la liberté d'être aussi bête que les hommes? Je sais pas. Mais bon, c'est aussi ça la liberté. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon. Si, t'as répondu à ma question. Si, bien sûr. Oui. Alors, Alors, on arrive à l'heure là. Non, Bientôt. juste Alors, une, juste Simone. Alors, ce que juste tu juste une as dit, Simone, chose. rapidement alors, Simone, et après c'est ouais. Daryl. Alors, juste Voilà. Simone, Non, est-ce que tu as des juste une problèmes? chose Attends, rapide. Simone, 2 secondes. Ouais, Parce que je sais vas-y. que tu as des problèmes de micro, etc. Alors, essaye de dire ce que tu as à dire en cours pour que ça puisse passer. Ouais. Et après, de couper ton micro parce que ça fait tout le temps des interférences, en fait, après. Ah ben, je savais pas. Vas-y, on t'écoute. Alors, non, moi, je voulais juste dire que tout à l'heure, on a parlé de quelque chose dans la société. C'est que, par exemple, par rapport au gangsta rap, les musiciens noirs, eux, ils ont eu l'impression que eux, ils n'ont pas ce côté touche à la drogue et autres. Ils ont fait beaucoup de choses pour être là. Et le gangsta rap est arrivé tout d'un coup. Ça a été un phénomène de société. Ça marche beaucoup plus pour le gangsta rap. Mais il y a ce problème que les musiciens noirs
et non pas les rappeurs. Eux, vraiment, ils ont été bouffés par l'industrie musicale. Ils ont absolument pas fait d'argent. Ils ont eu des contrats. C'est surtout les contrats musicaux qui ont été extrêmement merdiques pour les artistes noirs. Et donc, dans tout ce que nous disons là aujourd'hui, on peut dire que les rappeurs s'en sont beaucoup mieux sortis. Et donc, il y a aussi ce clivage dans la communauté noire qui est sociétal aussi. Voilà. Donc, tu dis ça pour expliquer les propos qu'avaient tenus à l'époque Ray Charles et Abby Lincoln, c'est ça? Oui, c'est ce que tu disais là tout à l'heure. Mais par exemple, Quincy Jones ne l'a jamais dit. Tu vois? Quincy Jones ne l'a jamais dit. Quand tu penses, bon, les rappeurs encore, bon, eux, ils écrivent des textes, ils ont fait plein de choses. Quand tu penses aujourd'hui qu'il y a beaucoup de musiciens noirs, un groupe comme les OJs, ils peuvent pas reprendre sur scène tous les morceaux interprétés parce qu'ils n'ont pas les droits, mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est pas pour autant que les OJs ont condamné le gangsta rap, surtout qu'ils ont été Non, ils l'ont pas condamné, mais je ne dis pas qu'ils l'ont condamné, mais je dis que non, c'est pas ce que je dis. Il y a un clivage sur ça qui est sociétal aussi. Je comprends ce que tu dis. Vas-y. Ça veut dire que d'une personne à l'autre, dans la communauté, la perception des choses n'est pas la même. Et puis, dans toute société comme nous-mêmes, on sait, les uns les autres vivent des réalités différentes. Mmh. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Maintenant, le gangsta rap, il a toujours eu toute sa place et a véhiculé ce qu'il a véhiculé. Maintenant, rapidement, juste pour dire, quant à ce qui est des filles, le jugement, on peut pas trop non plus les juger parce que elle aussi, elle essaye d'utiliser des codes d'un milieu qui est très masculin pour s'affirmer. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Simone. Merci. Ouais. Alors, on va donner la parole à Daryl. Daryl. Et après, on va arriver vers la conclusion parce qu'on a déjà dépassé l'heure. D'accord, bonsoir à tous. Bonsoir, Daryl. Comment va? Ça fait un bail là. Ouais. Ouais, Vas-y. tu vois. On t'écoute. Il n'y a rien de grave, hein. J'ai écouté, je viens de vous prendre là. Déjà, le thème m'a beaucoup, comme on dit à Abidjan, ça m'a beaucoup enjaillé. Parce que cette question-là, je me suis posé ça plusieurs fois en fait. Est-ce que le gangsta rap, est-ce que le gangsta rap donne une mauvaise image du hip-hop? En vérité, moi, à mon sens, ça contribue surtout à l'image du hip-hop. C'est pas une mauvaise image, c'est plutôt une réalité qui est dépeinte, qui est racontée, dans du storytelling, dans comment dire ça, du word spoken, voilà, c'est parler, c'est exprimé crûment. Maintenant, derrière, il y a comment ça a été marchandé ou bien mercantilé, je ne sais pas comment dire ça en bon français, mais la marchandisation de la chose, en fait, c'est ce qui a, on va dire, propulsé le gangsta rap où il s'est trouvé, on va dire, dans les années 80-90. Derrière aussi, il y a eu le summum, bon, l'apothéose avec la mort de Tupac et de Biggie. Ensuite, derrière, quand tu fais le parallèle entre la situation réelle aux États-Unis avec les fusillades dans les écoles, les braquages, la pauvreté dans les quartiers, dans les projects, c'est tout à fait normal que le gangsta rap existe en fait. C'est tout à fait normal que le gangsta rap existe parce que derrière, ça a donné naissance à d'autres sous-genres. Parce que derrière, tu as la trappe qui est née des années plus tard, mais qui dépeint la même chose. En fait, c'est plutôt l'image qui a changé. C'est plutôt l'image du gangsta rap qui a changé. C'est pas le gangsta rap qui a contribué à changer l'image du hip-hop, non.
Voilà, ça c'est vraiment à mon humble avis. Maintenant, si vous êtes Complètement d'accord, d'accord. merci. Merci, ouais. Merci beaucoup, Daryl. Merci beaucoup pour ton Super. propos et ton avis. Kevin Chaco, bonsoir Kevin. Tu seras le dernier après on conclura après toi. Ton point de vue sur le débat. Bonsoir à tous. Tu peux parler un petit peu plus fort. Je vais mettre mon volume. On m'entend bien là? Ouais, c'est bon. Ok. Tout ce que j'ai entendu était même si vous n'êtes pas toujours tous d'accord, mais c'est un peu normal. Je trouve que tout a été dit. Mais moi, je prends mon cas personnel, par exemple. En 90, j'ai 16 ans. Je suis à Sarcelles. Et l'impact que les gangs ont sur le rap, qui devient le gangsta rap après, mentalement, quand tu as 16 ans, la misogynie, l'homophobie, la façon de traiter les femmes, ça a un impact violent sur sur un minot en fait. Donc toute cette évolution-là et tout ce qui en découle après, ça donne forcément la façon dont c'est, comme disait le frère d'avant, marketé, forcément une image qui est biaisée, mais ça reste une image qui est vraie parce que c'est la réalité qui est dépeinte en fait. Même si elle est dépeinte de façon assez violente, mais c'est la réalité. Donc voilà. Donc le rap a plusieurs images, le rap a plusieurs visages. On le prend comme il est, mais il ne faut pas oublier que, je pense, à mon humble avis, tout vient des gangs. Que ce soit la création du rap à New York, etc., tout vient des gangs ou des bandes. Donc forcément, à la fin, ce petit côté voyoucratie, comme on dit ici, Kaira, ça restera toujours. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci. Samba? Non, moi je pense qu'on a fait un peu le tour, donc on va aller vers la conclusion, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille ajouter un dernier truc. En tout cas, je vois qu'il y avait un contre-débat dans le chat. Voilà. Non, on a vu Vous pourrez regarder là, ça tout à l'heure. Il y a un peu de littérature, voilà, il y a de l'activité. Il y a de l'action, non mais c'est bien, ça suscite le débat, c'est bien. C'est cool. Oui, alors Simi, on va aller aux sorties ciné de la semaine en Afrique et en Europe. Qu'est-ce que tu as vu toi dans l'actu? En ce moment, c'est le mois de l'actrice Deborah Lukumwena. Elle est à l'affiche actuellement du film Robuste de Constance Meyer avec Gérard Depardieu et Steve Tchenchue qui nous avait offert une masterclass dans le Ciné Club Afro. Et elle sera la semaine prochaine aussi à l'affiche d'un film qui s'appelle Entre les vagues d'Anaïs Volpe qui sort le 16 mars. Et aussi un blockbuster que je vous conseille d'aller voir, mais bon, tout le monde en a parlé, mais c'est quand même, je l'ai vu et il est très intéressant à voir. C'est le dernier The Batman, qui est un peu partout en France, et même sur le continent africain, où il y a aussi l'actrice afro-américaine Zoé Kravitz, la fille de Lenny Kravitz et de Lisa Bonet, et l'acteur aussi Jeffrey Wright. Et Robert Pattinson en Batman. C'est un très bon Batman, c'est un film grand public pour adultes. Certes très long, près de 3 heures, mais très intéressant et je voulais quand même le signaler, Samba. Et toi, qu'est-ce que tu as? Rendez-nous nos films d'1h30 là, quand on était petits là. Franchement, vous abusez là. Voilà. Alors moi, l'actualité. Moi, ça va être plutôt les documentaires. Donc, il y a le documentaire Nous d'Alice Diop qui est encore dans quelques salles. Dépêchez-vous parce que c'est vrai. C'est assez cruel aujourd'hui le monde des salles surtout pour les documentaires. Donc, allez-y, c'est pas encore fait. Pour les documentaires, il y a aussi le festival Cinéma du réel. Qui a lieu à Paris. Donc, il y a des projections au Centre Georges Pompidou, au Forum des Images et une troisième salle que j'ai oubliée. Il y a notre amie Claire Diao qui est là-bas en plus. Voilà, il y a Claire Diao qui a une carte blanche.
Et donc, vous pouvez voir des tas de films africains, des documentaires de toute époque, des longs, des courts. Voilà, c'est le cinéma du réel. Tu peux citer les dates, si tu as les Et dates. c'est du 11 au 20 mars, donc à partir de demain soir déjà, et jusqu'au 20 mars. Voilà pour mes actus. Ok, bah, je te laisse conclure. Ou alors j'annonce oui, c'est quoi la prochaine, Essimi? Alors la prochaine room, elle a lieu le 24 mars, donc ça tombe dans la semaine des Oscars. Et on va faire le film Macbeth de Joel Cohen avec Denzel Washington, qu'on peut regarder sur la plateforme Apple TV+. Pour ceux qui n'ont pas la plateforme Apple TV+, ils peuvent s'abonner, ils ont un mois gratuit. Donc c'est le bon moment pour découvrir le film Macbeth avec Denzel Washington. Et le sujet du débat autour du film est très simple. Est-ce que c'est un film le blackwashing? Donc voilà, il y a eu beaucoup de débats sur Twitter notamment, hein. Sur le whitewashing, c'est-à-dire des acteurs blancs qui interprétaient des personnages noirs à l'écran. Et Macbeth a suscité aussi une petite polémique autour de Denzel Washington, parce que certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi Denzel Washington jouait le rôle de Macbeth, qui est le roi d'Écosse au XIe siècle. Donc voilà, à dans 2 semaines pour le film Macbeth. Il faut savoir que Denzel Washington est nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Macbeth. Donc on se retrouve jeudi 24 mars à 19h30, Samba, pour un ciné-club avec Denzel Washington. Voilà, j'espère que tu vas me prêter tes codes parce que... oui, non, mais t'inquiète. On peut pas s'abonner sur toutes les plateformes là. Oh. Non, t'inquiète. On parlera donc, mais le débat va être très intéressant, blackwashing versus whitewashing. Donc ça va être très intéressant. Voilà. Sachant que c'est pas son premier coup d'essai à Denzel, mais on pourra en reparler. Ouais, on pourra en reparler dans 2 semaines. Alors, Essimi, le mot de la fin. Eh ben, comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma, et notre grande sœur Zane Palsy, qui a été parmi nous pour nous faire une majestueuse masterclass, vive notre cinéma. Bonne soirée à tous et dans 15 jours, le 24 mars. Bonne soirée. Allez suivre le Ciné Club Afro. Il y a le lien de la page Instagram pour être au courant des actualités. Suivez du coup Essimi et moi. Suivez Sindanou. J'espère qu'on le reverra sur Clubhouse. Eros aussi, qui est un fidèle suiveur. François, Simone. Et il faut quand même dire avant de nous quitter, quand même, Sindanou, voilà, quelles sont tes actualités, Sindanou, quand même, il faut que tu nous le dises. Sindanou? J'ai coupé son micro parce qu'il était en train de tout casser. Mais non, on aimerait bien savoir, Sindanou, quelles sont tes actualités, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le tuyau? Écoutez, sur BET, on diffuse Maîtresse d'un homme marié, la telenovela sénégalaise. On a diffusé ça il y a 2 mois. Le mois prochain, on va diffuser la saison 2. Voilà, tous les vendredis, il y a du cinéma afro-francophone. Donc, non, c'est du Nollywood, mais doublé en français. Donc, voilà, vous connaissez les histoires du Nollywood. C'est pas du grand cinéma, mais ça se regarde. Mais il y a un public pour ça. Exactement. À part ça, rien de spécial. Moi, j'ai juste une petite question, une suggestion pour toi, Sindanou. Quand est-ce qu'arrive la série sur André Harrell, Uptown Records? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Uptown Records, c'est le plus gros label de New Jack Swing des années 90. Le label qui a découvert P. Diddy, Mary J. Blige, Jodeci, Teddy Riley, tout ça. Il y avait une série qui devait se faire. Et André Harrell est décédé il y a 2 ans, presque 2 ans. J'aimerais bien savoir c'est quoi la suite, Sindanou, si tu peux nous dire un peu. Ils avaient commencé la prod et puis le Covid est arrivé. Là, maintenant, ils sont en train de la terminer. Je sais qu'il y avait beaucoup de problèmes de droit parce que, en gros, des gens comme Didi, des gens comme Mary J. Blige sont maintenant devenus des grandes stars. Et pour apparaître dans un docu, il faut les payer. Sauf que BET, même aux États-Unis, est une petite chaîne. Donc, c'était très difficile. Mais apparemment, là, ils sont en train de s'arranger. Et ça sera peut-être diffusé en juin
aux US et donc D'accord. nous, BT France, sera en septembre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Sindanou, merci d'être Merci venu pour l'invite. Non, c'est un plaisir vraiment d'avoir tes lumières sur le gangsta rap, le rap et sur le documentaire Hip Hop Uncovered qui est toujours disponible sur Disney+. Et donc passez une très bonne soirée à tous et on se retrouve dans 15 jours, le jeudi 24 mars 19h30 pour un ciné-club afro avec le film Macbeth de Joel Cohen avec Denzel Washington. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.